Je vous emmène aujourd'hui à la découverte de l'exposition Christophe, une brillante histoire qui se tient au Musée des Arts Décoratifs du 14 novembre 2024 au 20 avril 2025. Alors, bien évidemment, nous connaissons peut-être plus facilement les couverts ou accessoires de la table qui décoraient les tables de nos grands-parents. Mais Christophe est bien plus que cela. Cette exposition célèbre le savoir-faire et l'excellence de la prestigieuse maison d'orfèvrerie Christophe. Depuis sa fondation dans les années 1830 par Charles Christophe et Henri Bouillet, cette maison française a transformé les formes et les décors de l'argent pour faire partie intégrante de notre vie quotidienne. La maison Christophe s'est véritablement imposée comme une référence mondiale dans l'orfèvrerie grâce à plusieurs innovations techniques et stratégiques qui ont marqué son histoire. Dès sa création, Christophe s'est distingué par son ambition de produire des objets en argent d'une grande finesse et d'un design novateur. Cela lui a permis de cibler une clientèle exigeante issue de la bourgeoisie montante et de l'aristocratie. Très vite, Christophe adopte une approche industrielle qui le distingue des orfèvres traditionnels, souvent encore cantonnés à une production artisanale. Il faut savoir que Christophe fut l'un des premiers orfèvres à investir massivement dans l'industrialisation de la production, sans pour autant sacrifier la qualité ni le raffinement. Cette stratégie lui permit de répondre à une demande croissante tout en garantissant des délais de production compétitifs. Charles Christophe acquiert en 1842 les brevets anglais de l'électrolyse qui avaient été découverts par George et Richard Elkington. Cette technique révolutionnaire permet de plaquer l'argent ou l'or sur des objets en métal, ouvrant ainsi la voie à une production moins coûteuse et à une démocratisation des objets de luxe. Il faut resituer le 19e siècle. Nous sommes en période d'industrialisation et de développement de la petite bourgeoisie. Grâce à cette méthode, Christophe peut produire des pièces argentées d'une qualité comparable aux objets entièrement en argent massif, mais à des prix plus abordables. Dès 1851, Christophe devient l'orfèvre officiel de Napoléon III, fournissant la vaisselle d'apparat, les couverts, les candélabres et autres objets pour les palais impériaux. Cela assoit bien entendu la réputation de la maison comme symbole de luxe et de pouvoir. On retiendra le service monumental des 100 couverts habituellement exposés au Musée des Arts Décoratifs, mais ici exposé qui rappelle qu'il fut l'une des premières commandes de grande ampleur de Christophe. Ce service pour 100 convives, d'où son nom, comportait à l'origine 4700 pièces. En 1891, pendant la Commune, le palais des Tuileries, où est conservé le service, est incendié. Les déformations et les cloques sont les stigmates d'un puissant incendie, dont ne resteront que les sculptures du centre de table, des candélabres et des corbeilles qui ont perdu leur bras de lumière et leur sommet. Christophe le remporte de nombreuses distinctions aux expositions universelles, notamment celle de 1855 à Paris, qui lui permettent de montrer son savoir-faire à une clientèle internationale. Il faut comprendre que représente cette entreprise Christophe. En 1890, Christophe emploie plus de 1600 ouvriers. L'exposition invite à un voyage immersif dans les coulisses du métier d'orfèvre. Vous découvrirez un atelier d'orfèvre d'aujourd'hui qui ne diffère guère de celui du 19e siècle, car encore aujourd'hui, la majeure partie s'effectue à la main, même si certaines machines électrifiées sont utilisées bien entendu aujourd'hui. De la feuille de métal à la pièce finalisée, tout est ici expliqué de la mise en forme au montage finalisé par le décor, en dévoilant les techniques d'argenture, de dorure et la minutie nécessaire à la fabrication des objets de luxe comme une simple fourchette. En véritable alchimiste, Henri Bouillet perfectionne dès 1852 la technique de la galvanoplastie pour produire des sculptures, des grilles, des portes et des serrures ou encore des ornements pour meubles. La galvanoplastie est un procédé électrochimique permettant de déposer une fine couche de métal, comme de l'argent, de l'or, du nickel ou du cuivre, sur un objet en métal ou en un autre matériau conducteur. Ces techniques mises au point au début du 19e siècle reposent tout simplement sur le principe de l'électrolyse. Il sera repris par Claude Lalanne bien plus tard. Bien que Christophe le résonne tout de même comme maison phare de l'art de la table par ses services à thé et ses pièces de table, c'est bien plus que cela. Vous verrez en effet des meubles réalisés par des dessinateurs et sculpteurs inspirés du XVIIIe siècle, considérés alors comme l'âge d'or des arts décoratifs français, à l'image de cette table de boudoir Louis XVI exécutée par Cariabuleuse
Écheret qui reprend tout à fait la forme et les décors du petit bureau livré en 1784 à Marie-Antoinette par Adam Weisweller et acheté par l'impératrice Eugénie en 1865 qui, vous le savez, était une admiratrice de Marie-Antoinette. Toujours pionnier, Charles Christofle est l'un des premiers à utiliser l'aluminium, alors très coûteux dans le domaine de l'orfèvrerie. Ce centre de table a été offert par Charles Christofle à l'impératrice Eugénie en remerciement du soutien du couple impérial. La maison travaille pour de prestigieuses institutions telles que des ambassades, des paquebots transatlantiques, par exemple le Normandie, et même pour les lieux de culte en réalisant des objets liturgiques. Grâce à ses innovations techniques, artistiques et industrielles, Christofle a su répondre aux attentes d'une société en pleine mutation, marquée par la montée de la bourgeoisie, je vous le disais, et le besoin de nouveaux symboles de prestige, en suivant toutes les modes. Christofle aura été une maison à la pointe de la mode. Le 19e siècle voit défiler toutes les modes que la maison Christofle explore. On peut parler de l'orientalisme, très en vogue dans les années 1860, qui se révèle au travers d'émaux cloisonnés réalisés par la maison Christofle. C'est d'ailleurs à l'exposition de 1867 que Christofle présente ses premiers émaux cloisonnés, dessinés par Émile Reber, notamment inspirés de l'art persan et indien. Citons également le style néo-grec, remis à la mode dès le milieu du XIXe siècle à la suite des découvertes archéologiques qui donnent lieu à de nouveaux thèmes à explorer. Vous verrez dans le cadre de cette exposition des œuvres spectaculaires, comme ce vase en hommage à Anacréon, poète de l'Antiquité grecque, créé pour les expositions universelles qui témoignent de l'excellence artisanale de la maison. Il faut se rappeler que les expositions universelles étaient des événements grandioses visant à présenter les avancées techniques, artistiques et industrielles des nations. Elles ont joué un rôle majeur dans l'affirmation du prestige et de la puissance économique des pays participants, notamment l'Angleterre et la France qui se sont affrontés dans une rivalité intense à travers ces événements. La première exposition universelle moderne, la Great Exhibition de 1851 à Londres, fut une idée de Henry Cole et du prince Albert, époux de la reine Victoria, qui visait à célébrer la révolution industrielle et le leadership économique de l'Angleterre. Ce modèle inspira d'autres nations, notamment la France, qui organisa donc sa première grande exposition universelle en 1855 sous le règne de Napoléon III. C'est donc l'occasion pour la maison Christofle d'exposer ses innovations et de s'imposer sur le devant de la scène en alliant tradition et modernité. Concernant les autres vogues au XIXe siècle, on peut citer également la vogue japonisante qui inspire également Christofle, reflétée dans cette exposition par quelques meubles et objets décoratifs. Rappelons à ce sujet le contexte de la mode japonisante au XIXe siècle. En 1854, le Japon, après plus de 2 siècles d'isolement sous la politique de Sakoku, s'ouvre au commerce international grâce aux traités imposés par les puissances occidentales, notamment les États-Unis et les pays européens. L'exposition universelle de 1867 à Paris marque un tournant en présentant pour la première fois des objets d'art japonais au grand public. Cela suscite un immense engouement pour l'art et la culture nippone, appelé le japonisme. Ce mouvement se développe donc surtout entre 1860 et 1900, influençant de nombreux domaines, peinture, gravure, mobilier, mode, décoration intérieure et art décoratif. Les estampes japonaises, notamment celles des maîtres de l'ukiyo-e, Hokusai ou Hiroshige, captivent par leur esthétique épurée, leur composition audacieuse et leur rapport à la nature que vous retrouvez ici dans ces magnifiques pièces exposées, comme ce vase forme poisson ou ce cache-pot carré poisson. Christofle excelle donc par son savoir-faire, toujours à la pointe de son temps. Puis vint le temps de l'Art nouveau, décliné sous forme de soupières-sellerie, dont les enroulements végétaux rappellent tout de même le style rocaille ou encore reflété par ce lampadaire électrique pivoine. De l'Art nouveau à l'Art déco, Christofle s'affirme toujours dans la modernité. À l'exposition des arts décoratifs en 1925, Christofle est en collaboration avec Baccarat et le métal et le cristal s'allient. Au premier étage de l'exposition, des tables de légende dressées avec les œuvres iconiques de Christofle recréent l'atmosphère fastueuse des grandes époques de l'orfèvrerie française.
Dans la seconde moitié du 19e siècle, les ustensiles de table se spécialisent pour s'adapter à chaque usage et à chaque plat pour un raffinement inégalé. Il faut là encore resituer le contexte. La bourgeoisie, dont le pouvoir ne cesse de grandir, impose le repas comme un moment essentiel de la société. C'est alors que le service à la russe se généralise. Rappelons qu'avant le 19e siècle, le service à la française prédomine. Petit rappel, tous les mets sont alors disposés sur la table en même temps, répartis en plusieurs services successifs. Les convives se servent eux-mêmes ou sont servis par des domestiques. L'accent est alors mis sur l'aspect décoratif, les plats formant un tableau harmonieux. Cependant, ce service présente des inconvénients. Les plats refroidissent rapidement et la profusion rend difficile une dégustation méthodique. Le service à la russe que nous connaissons aujourd'hui est introduit en Europe occidentale au début du 19e siècle par le diplomate russe Alexander Kurakin qui le popularise à la cour de Napoléon. Inspiré des pratiques russes, il s'oppose au modèle français. Les plats sont donc servis un à un dans un ordre précis: potage, entrée, poisson, viande, légumes, entremets et desserts. Chaque convive reçoit une assiette individuelle directement depuis la cuisine. La table est moins encombrée, permettant une mise en valeur des décorations, fleurs, candélabres ou autres. Les plats sont dégustés chauds, comme prévu par les chefs, et cela met en avant les talents culinaires et permet de respecter un ordre logique dans les saveurs. Et là encore, ceci permet à Christophe d'introduire des objets raffinés adaptés au service à la russe, des plats, couverts, soupières, saucières, d'imposantes ménagères comportant des centaines de pièces et des services à thé se développent alors. Un coup de cœur pour cette reconstitution d'un petit salon de l'Orient Express qui relie en 1891 Paris à Istanbul. Jusque dans les années 30, Christophe est le fournisseur privilégié de ces trains de prestige, qu'il s'agisse du Sud Express pour Madrid ou Lisbonne ou le train bleu pour Vintimille. Toujours à la pointe, vous verrez reconstituer le service pour le Normandie, le Concorde ou encore le Ritz. Quelques mots sur le Ritz cependant. César Ritz rachète en 1896 l'hôtel de Gramont, bâtiment du XVIIIe siècle transformé en hôtel au 15 de la place Vendôme. Les cuisines sont orchestrées par le célèbre chef Auguste Escoffier, dont le talent sera sublimé par une orfèvrerie de la maison Christophe, caractérisée par des ornements de style Louis XV. Une touche de modernité cependant, avec des réchauds électriques. L'exposition se poursuit mettant en avant la modernité de Christophe au travers de différentes pièces, de la collaboration avec de célèbres artistes comme César ou des pièces rondes ou colorées en phase avec les années 70, ces pièces reflètent également l'art de vivre de l'époque. En effet, les nouveaux modes de vie accordent moins d'importance au repas et privilégient les matériaux simples. La tradition perdure aujourd'hui et les collaborations contemporaines mènent toujours en exergue le talent de la maison. Christophe l'a toujours été plus qu'une maison d'orfèvrerie, c'est un véritable laboratoire artistique. Loin de se contenter des codes traditionnels, cette maison a su réinventer ses usages et proposer des décors inédits. Des créations sous le règne de Napoléon III jusqu'au partenariat audacieux avec des créateurs contemporains, Christophe le reflète aujourd'hui une capacité unique à évoluer avec les styles et les techniques, tout en restant fidèle à ses valeurs d'élégance et d'innovation. Alors, si je devais vous donner mon avis sur cette exposition. À travers cette exposition de plus de 1000 œuvres, pièces d'orfèvrerie et bijoux, tableaux, dessins, affiches, le Musée des Arts Décoratifs rend un vibrant hommage à une maison emblématique qui a su traverser les époques, de l'historicisme au japonisme, de l'art nouveau à l'art déco, avec un style intemporel et une maîtrise artisanale sans égale. Cette exposition illustre la manière dont Christophe l'a influencé non seulement les arts de la table, mais aussi la perception même de l'orfèvrerie dans la vie quotidienne et les arts. L'exposition explore près de 200 ans d'innovation, mettant en lumière l'évolution de ses créations du 19e siècle jusqu'aux collaborations contemporaines avec des designers renommés tels que Gio Ponti, André Putman ou Karl Lagerfeld. L'exposition est donc didactique, historique, mais sans aucune redondance. C'est une belle promenade au travers du temps dont le fil conducteur est Christophe. Ne manquez donc pas cette plongée dans l'histoire d'un art de vivre qui met en lumière l'innovation, l'élégance et le savoir-faire français.
Une occasion unique de découvrir les trésors d'une maison mythique dont les créations continuent d'illuminer les tables du monde entier. À bientôt sur Expertisé pour de nouvelles visites de musées et d'expositions.